Chers amis de TV Liberté, nous avons la joie pour cette rubrique L'art en beauté de recevoir un comédien, un grand comédien qui s'appelle Stanislas Delatouche et qui vient évoquer son prochain spectacle sur Céline au Déchargeur. Céline, ça s'appelle Derniers entretiens. Au Déchargeur à partir de... Le 16 janvier. 16 janvier, voilà, 21h15. Et les Déchargeurs, c'est dans les Halles. C'est dans les Halles, c'est tout entre la rue de Rivoli et les Halles. Et petite rue, et voilà. Au bord de C et A. Hein, il y a à l'angle. C et A. Il y a le magasin C et absolument, A. Absolument. Alors, je vous ai rencontré grâce à le film qui a été tourné sur la chaîne Histoire, Allez-y sans moi, dont nous allons parler tout à l'heure, puisque vous y interprétiez déjà un Céline magnifique, un Céline toujours vivant, un Céline toujours cinglant, toujours rigolant et toujours si exact. Vous avez fait partie d'une compagnie qui s'appelait La Trappe Théâtre. Ça remonte, mais j'y tiens beaucoup. Ouais. Oui. C'était en 87. Je suis arrivé au théâtre par la troupe. Oui. Voilà. Donc je me suis intégré à cette troupe pendant 7, 8, 9 ans. Et tous les ans, on crée nos propres spectacles. C'était un théâtre total. Et je crois que c'est là que j'ai pris mon envol et que je suis rentré de plein pied dans ce monde. C'est-à-dire que le théâtre, avec ce qu'il y a de physique, d'organique, de vocal, le chant, l'instrumentation, l'acrobatie et le texte, quand même. Et le texte. Et vous débarquez dans les cours d'école et vous jouiez Molière. Dans les cours, dans les gymnases, des endroits assez improbables pour la pratique du théâtre, mais on a fait ça de longues années. Et franchement, c'était, alors évidemment, on va dire, c'est formateur, ça l'est, mais c'était formidable parce que on a l'impression de faire notre métier en temps réel. Oui. Et on avait le retour immédiat du public. C'était surtout ça. Donc on était nourris, on est nourris de ça. Donc ça, je n'oublierai pas cette période. Et Céline, alors, comment est-ce que... Ouh là là. Céline, vous le pratiquiez Céline, comment est arrivée Céline là-dedans? Oui, Céline, c'est un moment particulier, c'est-à-dire à 20-25 ans. J'étais assis dans le salon aux côtés de ma mère, on regardait la télévision. Oui. Et on est tombé sur un reportage, évidemment en noir et blanc, hein, puisque c'était un des reportages sur Céline. Et pendant 20 minutes, là, j'ai été saisi, ébloui, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a baigné véritablement. C'est-à-dire cette personnalité qui était en face de moi m'a baigné d'une façon que j'étais... je ne sais pas quel terme employer, si c'est plus que de l'empathie, c'est-à-dire que cette espèce de liberté qui s'autorisait à parler, à déverser devant une caméra tout ce qu'il pense des hommes, de l'art, de la société du progrès, une espèce de souveraineté très subjective, très marginale, mais alors absolument séduit étonnamment. Et à tel point que je n'ai pas mis le nez dans un livre avant au moins une vingtaine d'années. Ah oui. C'est-à-dire que ce moment-là m'a tellement rempli que je me suis dit que c'était tellement précieux qu'il ne fallait pas aller plus loin parce que là, j'allais perdre une sensation, un sentiment ineffable. Et puis, vous avez joué. Alors quand même, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait quand même ouvrir ces livres. Donc je crois que c'était Casse-Pipe, le premier, qui m'a un tout petit peu ouvert la porte. Oui. Les premières pages, avec notamment ce catalogue d'insultes qui viennent du capitaine Haddock. D'ailleurs, on sait maintenant que Hergé a un petit peu repris des choses de Céline, enfin c'est ce qu'on dit, sur les insultes. Haddock avec son perroquet. Ne le dites pas parce que Hergé va être interdit, donc attention. Attention. D'accord, je me plie. Et donc, Casse-Pipe, et puis surtout, alors j'ai essayé de lire Le Voyage au bout de la nuit, impossible, 1 page, 2 pages, d'un château l'autre quand même, si, parce que j'aimais beaucoup les récits de guerre, et alors voilà, la Deuxième Guerre, là, dans un château, ça m'intéressait un peu, mais guerre plus loin. Et c'est finalement ce qui m'a fait rentrer dans Céline, c'est Madame Niçois, sa patiente,
du cancer quand il est à Meudon en 57, 58. Il n'a plus guère de malade, mais il la met en scène dans des pages assez magnifiques d'un château l'autre. Et là, j'ai compris que il m'a semblé voir l'humanité, cette empathie pour l'humanité désemparée, cet amour déchu désemparé qui caractérise Céline. Voilà. Et après, encore quelques années plus tard, à force de m'entendre dire que je ressemblais on vous propose à Céline, on me dit mais quand même, il faut que tu le fasses. Oui. Et donc j'ai profité d'une année où j'avais un spectacle, La puce à l'oreille de je jouais La puce à l'oreille de Feydeau et je jouais le petit vieux qui est dans un lit à tournettes et qu'on fait apparaître au rire du public quand il y a la police qui vient débusquer une scène licencieuse, etc. Donc ce petit vieux apparaît 3 fois dans le spectacle en train de lire un livre et puis il dit 2-3 phrases débiles et le public rit. Et moi, j'ai profité de ces 7 mois de tournée où je n'avais rien à faire pour lire tout Céline au vu du public aussi. Et là, je me suis dit, en le lisant, je l'ai lu pour le travailler en fait. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai pu... après monter ces spectacles. Voilà, je l'ai lu dans l'optique de le travailler. Et du coup, j'ai fait 3... Avec Géraud Bénès. Avec Géraud Bénès, je n'aurais rien fait tout seul, je crois. Oui. Je crois que c'est lui qui m'a poussé, parce que cette ressemblance est même peut-être une... Alors on dit toute la critique, et c'est vrai que moi qui vous ai vu à l'écran, donc dans ce film « Allez-y sans moi » de Patrick Buisson, je n'ai pas connu Céline, j'ai vu beaucoup de photos de Céline, mais on a l'impression d'approcher du personnage, de le toucher vraiment. Vous êtes Céline. Merci. oui, non, mais c'est ça. C'est ce qui fait qu'avec les années, j'ai un tout petit peu moins d'appréhension, on va dire, à le jouer, parce que ça fait 2011 là qu'on s'est mis sur le sujet. Alors, que ça, hein. Ces derniers entretiens, que disent-ils? Alors, ces derniers entretiens, on a fait un montage, un tissage en dentelle, hein, oui. avec Céline. Il faut bien que ça soit de la dentelle. Toujours. Donc, nous avons pris plein d'extraits où il parle de son enfance. Oui. Il parle de sa jeunesse au passage Choiseul, oui. Jeunesse misérable, dit-il, et la vocation médicale, parce que ça, il y tient absolument, et le mépris avéré pour la littérature, mais ça, on sait que c'est une coquetterie quand même, et il n'aurait écrit que pour gagner de l'argent pour son petit loyer. C'est-à-dire qu'il est très exigeant par rapport aux écrivains. On écrit avec son sang, pas avec le sang des autres. C'est ça. Alors il a voulu se mesurer à... D'ailleurs ici, Dabitte, Eugène Dabitte, Dabitte sortait son hôtel du Nord. Je me suis dit, pourquoi pas moi, j'avais besoin d'argent et je me suis mis à écrire. Et j'ai pris le nom de ma mère qui s'appelait Céline. C'était son prénom. Oui, elle s'appelait Céline, Marie-Marguerite Céline. Il enchaîne comme ça. Et donc, derniers entretiens, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est vraiment ces derniers entretiens. Et il se livre quand même avec des gens comme Smaden, Dumayet, Powells, avec pas mal de profondeur et en mettant un petit peu bout à bout, on arrive quand même à cerner l'humanité. Des exemples. Des exemples. Des extraits. Du bonhomme. Des extraits. Des extraits. Alors les gens de lettres, ça prend les gens de lettres stylistes admirés, ça prend une grande place. Alors il commence par La Rochefoucauld, La Bruyère, il adore les moralistes français. Alors ça, l'homme ne se sent pas naître. Il souffre pour mourir et il oublie de vivre. Alors ça, ça lui rappelle l'Espinasse, n'est-ce pas, les grands stylistes. Après, il y a La Fontaine. Je tiens La Fontaine pour passer, n'est-ce pas, il sait en très peu de mots. D'instinct, nous ne voulons comprendre que les nôtres. Nous ne croyons le mal que lorsqu'il est venu. Il le dit très bien, c'est fin, c'est ça, et c'est tout. C'est final, comme on dit en anglais.
Voilà, donc c'est final. Il n'y a rien à ajouter. Définitif en français. Et définitif. Alors, alors c'est Chardin, le grand peintre adoré, c'est Chardin. Oui. Et Picasso à côté. L'autre, il fait des fantaisies, des machins, des trucs qu'on lui demande pas. Mais Chardin, tac, ça y est, c'est tout, c'est fait. Bon. Et puis alors Shakespeare, quand même le plus apprécié, c'est Shakespeare. Ouais, ça, alors on se demande comment il fait ça, n'est-ce pas? Ça vient si bien, si juste. Et puis il a de la rigolade, n'est-ce pas, que les autres n'ont pas. Il a le rire, ce qui est énorme, n'est-ce pas? Quand vous avez à la fois le tragique et le rire, ben vous avez gagné. Et tandis que les autres, bonhomme, c'est un petit peu monotone. Les histoires de Racine sont très fines, mais enfin, hein, c'est toujours autour du derrière. Vous savez, les fameuses histoires génitales là, qui sont un petit peu lassantes. Tandis que Shakespeare, ben, c'est plus complet, ça tient mieux le coup et le temps. Bon, ça, on a droit à on va dire, ces perles sur les stylistes, sur les gens de lettres. Mais après, on a l'enfance, rapport à sa mère. Les psychanalystes écouteraient ça avec délice aussi quand ils parlent de sa mère. Non, mais ma mère, j'ai son caractère beaucoup plus qu'autre chose. Elle était d'une dureté, mais elle était impossible, cette femme. Il faut dire qu'elle était d'un tempérament comme moi, quoi. Elle jouissait pas de la vie, quoi. Toujours inquiète, toujours en transe. Elle a travaillé jusqu'à la dernière minute de sa vie. Voilà pour la mère de Céline. Et voilà, donc tout ce spectacle est fait... alors là, je donne peut-être l'impression de l'imiter, je ne sais pas, mais c'est vrai que faut pas. C'est-à-dire que ce n'est-ce pas qui revient sans arrêt. Alors il y a des choses extraordinaires. Oui, qui me restent un petit peu collées. Et après, on a évidemment tout ce qui est sur le progrès, là, cette charge contre le progrès, la télévision, le réfrigérateur. Et l'arrivée évidemment des Chinois, ça c'est le... Oui, on s'est beaucoup moqué de lui, mais ça y est, les Chinois sont dans l'Allier. Ils sont là, ils ont acheté les terres. Ils ont acheté. Et Gevrey-Chambertin, hein, vous avez appris ça aussi. On ne sait pas arrêter ça. Non, c'était... Donc il voit, c'est un prophète évidemment. Hein, c'est un prophète. C'est un prophète. Il voit arriver des choses. Hein. Les déchargeurs, c'est à 21h15. Oui. Au hall. Ça dure 1h15. Et ça dure 1h15 et je crois vraiment qu'il faut y aller. Et vous nous... Sur l'invitation, il y a cette phrase « Je travaille et les autres foutent rien ». Voilà exactement ce que je pense. Ah oui, c'est comme ça qu'il accueille Jean Guenot et Jacques Daribaud en 60. Ouais, c'est ça, cette phrase-là. Mais je vous savez que j'ai entendu sa voix, parce qu'il y a des enregistrements de sa voix que j'ai, avec justement Jacques Daribaud. Ah oui. L'interview avec Jacques Daribaud est enregistrée. Alors celui-là, on a pris pas mal dans ces deux intervieweurs parce qu'il est extrêmement complet. Il est très très complet, oui. Ouais, et donc, chers amis, je vous informe d'une jolie nouvelle, c'est que Stanislas de la Touche nous offre 4 places pour ce spectacle. Donc, vous allez vite, vous nous envoyez une lettre. Un mail. Un mail, oui, vous avez raison, c'est mieux. Avec un objet, peut-être, Céline Derniers Entretiens. Un mail, oui, c'est beaucoup mieux. Là, je vais donner le mien parce que je n'ai pas celui de la télévision. Anne Brassier, tout attaché, 7@gmail.com. Et vous pourrez aller à ce spectacle. Ceux qui habitent trop loin, ils peuvent faire autre chose, ils peuvent aller en podcast, retrouver le très beau film auquel vous avez participé, Stanislas de la Touche, Allez-y sans moi, sous-titré « Les antimodernes sont parmi nous », que j'ai vu en salle et qui donne vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur pour, en tout cas, ceux qui estiment que les antimodernes ont raison. Et ont de l'avenir. On a l'impression que Céline n'est pas tout seul à l'époque. Léon Bloy a tout de même dit « Tout ce qui est moderne est du démon ». Ah oui, ça part de Léon Bloy. Ah oui, il est en tête de ce film avec Léoto. Avec Léoto, oui. Avec Léoto. Faites-nous du Léoto, s'il vous plaît. Du Léoto.
Léoto, bon, je sais bien que... Attendez. Il est là. Il est où mon Léoto? Il est là, votre Léoto. Alors, je vais raconter ce qu'est ce film. Il applique la méthode Buisson, qui est une méthode que j'aime beaucoup, parce que ce sont des films uniquement faits de citations. C'est ça. Alors, il a déjà présenté la guerre d'Algérie de façon magnifique, avec des citations de grands écrivains. Des écrivains combattants. Des écrivains combattants qui ont été au feu. Film. Et il recommence donc là avec cette espèce de tableau littéraire des anti-modernes. Et il y a 4 personnages principaux. Il y a donc Paul Léoto, il y a Léoto, il y a Sioran, il y a Céline. Il y a Céline, évidemment. Céline. Il y a Audiard, il y a Bernanos. Il y a Gabin. Il y a Vialat. Il y a Gabin. Il y en a Davila, je ne connaissais pas un Colombien, un moraliste colombien magnifique. Gomez Davila. Nicolas Gomez Davila. Oui, lire un livre de Gomez Davila, c'est du cognac fort. Ah bon, cognac fort. Oui, il est fabuleux et très ancien. Ouais. Alors j'ai trouvé la phrase de Léoto. Il ne faudrait pas croire que je ne suis qu'un vieillard répugnant. Je n'ai pas le visage d'un bellâtre, mais j'ai un visage plein d'expressions, de caractère et hors de l'ordinaire. Je le vois bien la façon dont les gens me regardent. J'ai la tête de l'emploi, la tête de ce que j'ai à faire. Ma mission, c'est de me rebeller contre l'homme. Et moi, je ne le lâcherai pas de sitôt. Bon, quand même, il a envie d'aller en avant. Il a envie d'envoyer des scuds. Des scuds, voilà. Et la phrase sur les jeunes, sur les vieillards. Oui. Alors, Sioran sur les vieillards, oui. À 20 ans, je n'avais en tête qu'une seule chose, c'était l'extermination des vieux. Je persiste à la croire urgente, mais j'y ajouterai désormais celle des jeunes. Avec l'âge, on a une vision plus complète des choses. Ça, Sioran, aussi définitif. Alors, allez-y, l'explication du titre, allez-y sans moi. Allez-y dans le... Sans moi, c'est le progrès, c'est-à-dire définitivement... Dans le futur. Dans le futur. Le futur... radieux. Radieux avec les fusées. Ouais. Mais après, ils ont tous des personnalités différentes. C'est ça qui donne la grande richesse de ce film. C'est qu'ils ne sont pas juste misanthropes ou tournés vers eux-mêmes. Ils sont visionnaires, voire candides. Ils ont un humour. Je crois que ce qu'ils lit tous, ils ont un humour énorme. Et vraiment, c'est un film à voir et revoir parce qu'il est d'une richesse. Alors, on peut le voir en podcast sur la chaîne absolument. Histoire. Et il faut écrire à la chaîne Histoire et demander très vite la commercialisation du DVD. Oui. Parce que, encore une fois, vous... Ah oui, la 1h40 de ce calibre-là. Et ce film-là, le film précédent sur la guerre d'Algérie, chaque film est véritablement un événement. C'est un événement littéraire, encore une fois. Et il y a des photos somptueuses sur la guerre d'Algérie, des photos qu'on a... À chaque fois, la chaîne Histoire, ils font un travail de recherche d'archives assez magnifique parce que, évidemment, maintenant, beaucoup d'images sur tous les sujets, que ce soit sur la guerre de 14, la guerre d'Algérie, La fin du monde paysan, qui est un film aussi magnifique. La fin du monde paysan, oui. Oui, très très magnifique. Ou Le Paris des écrivains de Paname. Oui. Et prochainement, ce sera la guerre de Vendée. Là, on a moins d'images. Si, il y a beaucoup de tableaux. On aura des tableaux. Il y a beaucoup de tableaux. Et puis, c'est le moment d'aller voir ce film, puisqu'il y a encore des intellectuels qui ne sont probablement qu'intellectuels et qui n'ont pas très bien compris la réalité de la guerre. On devrait les envoyer dans les conflits, dans les pays en guerre, je trouve. On devrait les envoyer au Yémen, on devrait les envoyer en Afrique centrale pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que la guerre, qui persiste à dire qu'il n'y a pas de génocide, ce qui est quand même un petit peu étonnant. On n'a pas le droit d'être négationniste dans un domaine, mais dans le domaine de l'histoire française, là, c'est autorisé à plein tube. Là, il y aura ce film qui va se tourner bientôt.
sur la guerre de Vendée. Je pense que ça va effectivement susciter de la discussion, parce que c'est des domaines de l'histoire, ça, qui sont sanglants. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il y a aussi le très beau film, je ne sais pas si vous l'avez vu, le docu-drama de Daniel Rabourdin, qui fait alterner des scènes de la guerre de Vendée avec des discussions d'historiens. Et c'est un film extrêmement... ça s'appelle La révolte de Vendée, et c'est aussi un très 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 bon film. C'est vrai que je me penche en ce moment, en me penchant sur cette histoire en ce moment là pour préparer le rôle, là, il y aura 6 rôles de comédiens dans ce film, des archétypes. Et je comprends mieux maintenant pourquoi en Vendée, tout simplement, cette mémoire était extrêmement présente, en fait. Mais il y a d'autres endroits, d'autres contextes en France par rapport à la guerre. On sait bien que ces choses-là sont enfouies. Vous savez, il faut se promener en Vendée et rentrer dans ces petits mémorials, ces petites chapelles où il y a la liste des noms, l'âge des noms des enfants qui ont été emmenés, étrucidés immédiatement c'est facile à faire, mais évidemment, il faut quitter le quartier latin. Germano-Pratin. Merci beaucoup, Stanislas de la Touche. Vous viendrez nous reparler de ce film. Oui. Et je réitère votre charmante attention. 4 places sont offertes aux téléspectateurs. Je donne mon adresse internet pour que ça soit rapide. annebrassier7@gmail.com. Merci beaucoup, Stanislas de la Touche. Et à très vite sur scène. À bientôt. Merci.